concis et des fois je vais aller un peu vite. En premier lieu, déjà, je voudrais remercier le CAPC, Sandra Patron et Romaric aussi pour l'organisation et le CNAP de m'accueillir, mais d'accueillir le Musée des Erreurs, donc de prendre au sérieux le Musée des Erreurs au milieu du MAMCO, du Reina Sofia et du Van Abbé. Ça me fait évidemment très plaisir. Dans un premier temps, je vais vous passer quelques images pour que vous ayez une idée concrète de ce que ça peut être le Musée des Erreurs, donc, que j'ai fondé à Bruxelles en 2013, mais qui inclut aussi l'ensemble de mon travail. Et notamment donc, la réalisation de ce livre, la forme peut-être la plus aboutie qu'a pris ce musée, c'était à travers ce livre. Donc j'ai vu le livre plutôt comme musée plutôt que le musée comme livre. Donc c'est pas du tout, ce livre n'a pas du tout été un catalogue de musée, mais il a été pensé comme un espace et il est sorti au moment du confinement, ce qui m'a permis d'ouvrir. J'étais le seul musée vraiment ouvert dans le monde entier pendant le confinement, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et donc quelques personnes ont envoyé le musée dans leur ville. Donc ce livre, vous pouvez le trouver à la librairie, mais aussi à la bibliothèque ici. Et c'est devenu, je vais y revenir, mais aujourd'hui j'essaye que le Musée des Erreurs, l'espace réel, que je vais vous montrer ensuite, ressemble au livre. Donc il y a ces allers-retours permanents entre des formes dématérialisées du musée et une forme qui est peut-être plus, qui est plus matérielle, comme on va le voir. Donc le livre s'organise par chapitres qui sont tous des espaces, et il y a également un auditorium, une nouvelle aile, parce que vous savez que les musées ouvrent toujours des nouvelles ailes, les toilettes, évidemment, parce qu'on juge un musée à la qualité aussi de ses toilettes. La seule chose qui manquait vraiment, c'était un restaurant, mais ça sera peut-être pour une autre fois. Donc la plupart des collections sont rangées dans la cuisine. Donc ce que j'appelle en fait le White Cube. Donc Romaric vient un peu d'énumérer tout ce que l'on peut trouver, c'est extrêmement varié. Vous voyez qu'il y a aussi un projecteur diapositive, et donc je projetais des diaporamas. J'ai projeté un diaporama ici il y a plus de 20 ans dans cette salle, donc ça m'émeut un peu de retrouver cette salle. Et ensuite, l'idée, c'est d'activer des choses en fonction des visiteuses ou des visiteurs qui viennent, et on discute. Et donc, il n'y a rien spécialement qui est sorti, mais les objets sont sortis en fonction de nos sujets de discussion. Voilà. Et puis, il y a une autre partie qui s'appelle le Visible Storage, donc les réserves visibles, qui est un concept que vous avez peut-être déjà vu au Metropolitan à New York ou bien à Paris au musée du Quai Branly. J'ai maintenant appelé ce Visible Storage, vous allez voir ensuite l'espace réel, le Herman Dalet Visible Storage, en hommage au collectionneur belge Herman Dalet, qui a beaucoup travaillé avec Marcel Brotars et qui ne présentait pas sa collection, mais avait seulement un fichier et proposait, en fonction de ce qu'on avait envie de voir, d'aller chercher les œuvres. Donc cette partie Visible Storage, ça me permet juste de vous montrer un petit peu le genre de choses que je collectionne. Donc à gauche, c'est... alors d'abord, ici, c'était un jeu d'Alighiero Boetti pour les enfants. Ici, c'est une affiche conçue par Dan Flavin pour le candidat George McGovern, qui était un candidat démocrate à l'élection présidentielle aux États-Unis en 1972, et puis à droite un sucrier qui est Neo Bauhaus, qui a été produit sans doute en Allemagne ou en Tchécoslovaquie dans les années 30. C'est juste pour vous montrer la variété, un petit peu une photo amateur avec deux hommes avec écrit We are married sur un panonceau, et puis la couverture du New York Times Magazine en 1970. Je pense que vous pouvez lire le panneau que porte cette jeune femme. Un sac produit par la Fondation Beyersler lors de l'exposition récente rétrospective de Wolfgang Tillmans.
à gauche, et à droite, deux marque-pages, un en forme de chaussette conçu par Martin Kippenberger et l'autre en forme de botte militaire conçu par Eduardo Paolozzi. À gauche, l'affiche qui peut se plier en chapeau de la Galerie légitime de Robert Filiou. À droite, une chemise hawaïenne qui reproduit des dessins d'enfants. Couverture de magazine réalisée par Barbara Kruger et l'autocollant Supreme en dessous. Et puis à droite, un poster de Sister Corita avec une citation de E.E. Cummings, du poète américain E.E. Cummings, qui dit je suis désolé, done everything but the circus. Je n'arrive pas à le lire. Donc c'est blame everything but the circus. Ou damn, voilà, excusez-moi. Je savais que je disais une bêtise. Damn everything but the circus. Ici à gauche, une paire de Doc Martens coproduite avec le Sir Johnson Museum à Londres, avec une peinture de William Hogarth, un détail des peintures de William Hogarth que collectionnait Sir Johnson. Et à droite, le portrait d'André Malraux par Ad Reinhardt, quand il était encore illustrateur pour le magazine de gauche New Macy's. Voilà, donc ça c'est l'entrée de la porte du White Cube. Et chaque porte de ce musée a une poignée qui est dessinée par un architecte différent. Ici, c'est Jean Prouvé. Et il y a Lina Bobardi, il y a toutes sortes d'artistes et d'architectes, et vous allez voir ensuite Wittgenstein. Donc l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer que l'espace réel, qui est mon appartement, ressemble à ce livre finalement. Donc plus récemment, pendant le confinement, a été réalisée donc cette réserve visible, qui sont donc surtout des boîtes. Où il y a des étiquettes, donc ça reste aussi quand même des clés d'entrée pour éventuellement trouver des thèmes. Et puis je voulais montrer cette photographie plus en hauteur. Alors moi j'accroche très très haut parce que c'est juste une réserve. Ce n'est pas pour regarder les œuvres, c'est pour les ranger au-dessus de la porte. Donc tout en haut il y a une peinture de Cécile Barre, que j'avais invité ici dans le cadre de la promesse de l'écran, et ce grand cartel en métal qui était accroché pendant 1 an sur la façade ici, et donc qui est le cartel de la promesse de l'écran. Et puis, alors ici, vous voyez la porte des toilettes, qui a une poignée dessinée par le philosophe Ludwig Wittgenstein, qu'il avait dessinée pour la maison de sa sœur. Et puis, vous apercevez une peinture de Nathalie Dupasquier, par exemple. Voilà. Et puis alors très récemment, j'ai fait l'acquisition de cette vitrine Biedermeier, très bourgeoise comme vous voyez, qui est devenue le Wunderkammer du Musée des Erreurs, la Wunderkammer du Musée des Erreurs, donc un peu la chambre des merveilles, et où il y a plutôt des objets. Je vais vous en montrer aussi quelques-uns. Donc une paire de sneakers dessinés par Claude Kloski pour le magasin Colette à Paris à l'époque. Adidas, une poupée de Marie-Ange Guiminot du tout début des années 90 à côté d'une branche, de l'huile produite en Italie pour les projecteurs de cinéma dans un design futuriste, le catalogue de tous les livres de Irma Boom, que vous avez peut-être déjà vu, qui est absolument minuscule, qui mesure, je crois, 4 cm et demi de haut. Une paire de Vans qu'on m'a offerte à partir du motif que j'ai développé. Un presse-papier de Louise Lawler qui montre la route bicyclette de Duchamp au MoMA. Ça, il y en a ici aussi au Musée des Arts Décoratifs de Bordeaux. Donc, ce sont des tasses du XVIIIe siècle produites à Niederwiller, dans l'est de la France ou l'Allemagne. Je ne sais pas si c'est en Alsace, oui. Je ne sais pas si c'est à l'époque, si ça devait être encore l'Alsace. Et donc ça reproduit en trompe-l'œil, une gravure, et la tasse elle-même est en faux bois. Vous pouvez voir ça
vous pouvez voir certaines pièces comme ça ici au Musée des Arts Décoratifs et du Design. Et puis du tissu, par exemple. Voilà, ça, c'est des tissus japonais, des hobbies. C'est juste pour vous montrer la variété. Un petit squelette en mexicain en ficelle et le pédagogue allemand Friedrich Fröbel en poupée de chiffon produit aux États-Unis, où les jardins d'enfants ont eu un très grand succès. Et puis là, ici, il y a une broderie mexicaine et puis le poème de Allen Ginsberg, Hall, par exemple. Donc voilà, donc ça vous montre un peu la disparité peut-être de tous ces objets. Et j'en aurais fini pour les images. Donc, quand on me demande pourquoi j'ai appelé mon musée le musée des erreurs, je commence toujours par dire que je considère que tous les musées sont des musées des erreurs. D'abord parce que, on le sait bien, il y a beaucoup des collections publiques qui ont été constituées sur des pillages, des spoliations, des prises de guerre ou des campagnes qui sont liées à la colonisation en général. Et par ailleurs, parce que tous les musées font des erreurs d'attribution. Parfois aussi, les musées proposent des modes de présentation qui transforment radicalement l'intention des artistes, sans parler des faux qui peuvent aussi, par ailleurs, être tout à fait admirables. Donc, nous sommes pris dans un vaste réseau d'erreurs ou d'approximations, et parfois de manière consciente. Je pense que vous avez lu cette anecdote dans les journaux récemment, que le tableau New York City One de 1941 de Mondrian avait été accroché dans un musée allemand à Düsseldorf, au Kunstsammlung de Düsseldorf. Depuis 17 ans, il était accroché à l'envers. Et en fait, la curatrice de cette exposition s'en est rendu compte, donc d'après des photos, en faisant la rétrospective. Et comme il est composé de rubans adhésifs, les rubans adhésifs sont trop fragiles et donc on ne pourra pas la remettre dans le bon sens. Donc elle va donc continuer à être exposée à l'envers et la curatrice a déclaré « Cette erreur fait désormais partie de l'histoire de l'œuvre ». Et puis, ça m'est revenu là en rentrant. Ici, quand il y a eu la grande exposition Heimat zu Bernig, donc sur le mur d'entrée, 3 mètres par 4, il y avait son nom en très très gros. Et il y avait le R qui avait été oublié, donc c'était écrit Zu Bernig. Le soir du vernissage. Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est que les erreurs, nous en faisons tous, et les erreurs pullulent. Et j'ai eu la chance d'aller plus récemment au Japon et j'ai pu apprendre que la mise en valeur des défauts, des approximations, des accidents pouvait finalement valoriser un objet et lui donner certaines qualités. Et j'ai par exemple moi-même une petite collection d'éphéméras que j'achète uniquement parce qu'ils sont tachés, parce que je trouve que les taches sont remarquables. Et donc ce sont ces taches qui rendent ces objets imprimés et multiples uniques. Et toujours au Japon, j'ai découvert la notion de dépareillé qui a été introduite par le maître de cérémonie du thé Rikiyu. Et donc c'est exactement le contraire de quand vous voyez un service de table complet du XVIIIe siècle, comme il y en a aussi ici au Musée des Arts Décoratifs. C'est-à-dire que dans la cérémonie du thé, chaque objet doit avoir sa singularité, mais il faut toujours qu'il y ait un objet, par exemple d'origine chinoise ou coréenne, qui doit venir apporter une rupture dans l'harmonie et dans le système qu'on a établi entre les objets. Donc c'est des conceptions qui sont tout à fait différentes des nôtres, où en fait on cherche une forme de dissonance mesurée au sein d'un système qu'on met très précisément en place. Donc c'est un peu comme le contrepoint en musique, et c'est ce qui va ouvrir ensuite et permettre une forme polyphonique. Donc, je me préoccupe principalement de ma culture, ou du moins de la culture qui m'a été transmise, c'est-à-dire bien souvent une culture européenne.
et nord-américaine, avec laquelle j'ai été formé à la toute fin des années 80 et au début des années 90, et celle qui aujourd'hui domine assez encore majoritairement Internet. C'est surtout chez Michel Foucault que j'ai trouvé l'écho le plus parlant à la méthodologie du musée des erreurs quand il écrit, en référence à Gaston Bachelard, qu'il s'agit de piéger sa propre culture avec sa propre culture. Et plus précisément, à partir de ces interstices, ces déviances, ces phénomènes mineurs, ces petits couacs, ces fausses notes. Il y a au musée des erreurs, comme vous l'avez vu dans les quelques exemples, là, une absence totale de hiérarchie entre les objets qui continuent tous à avoir une valeur d'usage, même s'ils font partie des collections. Sous-entendu, je sors des chaussures de la vitrine si quelqu'un veut les essayer, on boit dans les bols qui font partie des collections, etc. etc. Donc, les objets collectionnés et même leur mode de classement ne sont jamais que des prétextes. C'est-à-dire qu'une place leur est assignée temporairement, mais c'est la façon dont ils vont migrer au sein des classifications qui révèle de nouvelles interprétations, souvent induites par les visiteuses et les visiteurs. Un second plan de l'image va par exemple redéfinir l'endroit où une image va être rangée, quelque chose qui littéralement refait surface et va donc changer sa destination, que ce soit au sein d'une publication ou d'une exposition. Donc, d'une certaine manière, tous les objets sont dans un état de latence, peut-être comme n'importe quel tableau qui attend de sortir des réserves ou d'être interprété. Mais la différence ici, c'est d'essayer de mettre à jour tous ces phénomènes, ce qui est plus facile avec des objets qui, pour la plupart, ne sont pas uniques et surtout qui restent à portée de main dans un appartement. Donc c'est une forme de musée domestique. Donc, le musée des erreurs, peut être une... J'ai aussi ouvert la petite boutique des erreurs, en référence évidemment à la petite boutique des horreurs. Le musée des erreurs peut être une modélisation du musée, mais par contre, je ne considère pas du tout que c'est une maquette, parce que c'est un musée à l'échelle 1-1, même si pour l'instant, j'occupe un peu tous les postes, comme a dit Aurélien Moll, le factotum du musée imaginaire. Donc la personne qui vient au musée doit exprimer un désir. Il ou elle doit proposer une direction, sinon il n'y a que des boîtes et des zones de désordre. Le musée se construit donc sur un dialogue, et c'est un peu le contraire de ce qu'on appelle aujourd'hui la médiation culturelle. Il s'agit davantage du pique-nique que l'on doit apporter devant l'œuvre dont parlait François Morellet. Donc l'Occident, alors c'est un autre débat, mais l'Occident continue d'imposer le format du White Cube, des foires ou des biennales à une grande partie de la production artistique mondiale, comme si ces formats de réception de l'art avaient eu vocation à devenir universels, et je pense que c'est une chose qu'on pourrait discuter. Donc ce que je défends ici, bien sûr, c'est le musée d'artistes, ou la maison d'artistes comme musée. Tu parlais, Christian, tout à l'heure du musée Gustave Moreau à Paris, et pour en citer quelques autres, donc j'ai déjà cité le Sir Johnson Museum à Londres, l'atelier d'Achille Castiglioni à Milan, par exemple, l'appartement de Carlo Molino à Turin, la maison atelier de Carole Rama aussi à Turin, ou la maison de Anna Jota à Lisbonne, par exemple, et il y aurait d'autres exemples. Mais ce sont des endroits où les œuvres, mais aussi et surtout les objets collectionnés par les artistes, se retrouvent enchâssés dans un système complexe d'associations et donc qui font écho aux recherches de ces artistes, architectes ou designers. Dans le cas de Molino, par exemple, c'est vraiment un appartement presque d'apparat de représentation dans lequel il ne vivait pas, si vous connaissez cet exemple. Donc c'est plutôt le modèle du studiolo, peut-être, que du musée qui est convoqué ici. Et donc je vous renvoie au texte dans ce livre du The Museum of Mistakes de l'historien de l'art, éditeur Morad Montazami, qui tente, et je ne blague pas, de comparer le musée des erreurs et le Louvre à Abu Dhabi. Donc voilà, je vous renvoie à ce texte.
Pour aller aussi dans des échos à ce qu'a pu dire Christian Bernard tout à l'heure, quand j'étais étudiant avec d'autres amis, nous traversions la France en voiture, notamment pour venir ici au CAPC, parce qu'on n'avait qu'une idée en tête, c'était de faire l'expérience de l'œuvre. Faire l'expérience, on n'avait que ça à la bouche. Et aujourd'hui, avec Instagram, on n'est plus bien sûr de ce que l'on a vu ou de ce que l'on n'a pas vu. Et je trouve que les galeries en particulier et les musées parfois sont plutôt devenus des sets photographiques que des lieux d'exposition finalement. C'est-à-dire que tout est pensé dans des formats, à mon avis, qui sont aussi photogéniques. On pourrait développer ça, évidemment, je vais un peu vite parce que le temps presse et que j'aimerais aussi qu'on ait une interaction. En tout cas, je voudrais insister sur le fait que mon intention n'est pas tant de collectionner que de pouvoir manipuler des objets en dehors des conventions de conservation et de présentation qui régissent aujourd'hui la majorité des musées. Et justement, comme disait Yolanda, que le musée puisse accepter aussi, par exemple, la question de la mort, de la disparition de l'œuvre, etc. Je pense que c'est des choses qui vont peut-être évoluer et changer avec le temps. En tout cas, je suis convaincu que la manipulation est une connaissance, mais que nous ne savons pas formuler la nature du savoir qui en résulte. J'ai ce sentiment chaque fois que j'ai accès à des réserves de musées ou de fonds d'archives. Donc, un dernier aspect peut-être que je voudrais évoquer, c'est, je vais venir à la question de ce qu'on appelle dans les musées la dérestauration. Donc en fait, déjà, vous voyez que je reste dans une culture extrêmement matérielle. Et donc, pour moi, c'est très important, l'idée de la culture matérielle et de laisser parler les objets eux-mêmes ou d'écouter si les objets ont quelque chose à nous dire, plutôt que les discours ou les idéologies qui les entoureraient, y compris d'ailleurs parfois les discours des artistes ou de celles et ceux qui les ont produits. Et même si donc il y a toujours quelqu'un derrière un objet, on pourrait essayer de repenser nos conceptions de l'objet culturel à l'aune d'autres philosophies. Et donc pour prendre un exemple, toujours au Japon, où il y a eu le mouvement Mingei, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est ce mouvement, mais qui a essayé de revaloriser les arts populaires et les savoir-faire anonyme au début du XXe siècle dans une relation à la modernité. Et donc ça a été théorisé par le philosophe Soetsu Yanagi ou le potier Kawai Kanjiro avec un essai assez connu qui est très court et que vous pouvez lire qui s'appelle « We do not work alone ». Et on se rend compte que, particulièrement aussi dans nos cultures, je pense que la question de la signature fait beaucoup trop écran à nos interprétations, le respect du cartel, pour reprendre Philippe Thomas et tout ça. Je suis pour, bien sûr, les cartels. Vous avez vu, j'ai fait ce grand cartel moi-même. Mais il y a aussi tous ces cartels et tous ces titres qui ont été évoqués particulièrement par Yolanda, là, vraiment tous ces titres d'exposition qui étaient scandés et qui sont extrêmement complexes, qui sont soit des poèmes en eux-mêmes, des programmes, et exactement comme c'était le cas au MAMCO avec ces chapitres qui organisaient comme un feuilleton ou un roman ou aujourd'hui on dirait une série. Donc voilà, je pense que tout ça pourrait encore être pensé. Et donc sur la question de la dérestauration, je voudrais vous citer, parce que je travaille en ce moment à Genève à un projet de recherche, j'enseigne à la EDE, la Haute École d'Art et de Design de Genève, et je mène un projet qui s'appelle Zone grise de l'original, et nous allons dans différents musées de Genève, et donc là, chercher des objets qui ont un statut ambigu dans les collections, etc. Je vous fais court, je ne vais pas développer sur ce projet de recherche, mais en tout cas, c'est grâce à ce projet
que la directrice du musée de l'Ariana, du musée de la céramique de Genève, m'a communiqué cette information. Donc, autour de cette coupe iranienne, donc, qui date du XIIe, XIIIe siècle. Donc, sur la figure 2 à gauche, vous voyez ce que le musée possède, et puis donc, il y avait une conservatrice à l'époque qui a écrit un texte passionnant elle s'appelle Hortense de Comeillan, et le musée s'accordait pour dire que la restauration avait été mal faite sur cette coupe, qu'elle semblait très approximative à beaucoup d'endroits. Et donc ils ont pris avec un comité, mais un comité assez restreint parce que c'est beaucoup plus souple en Suisse, ils ont pris la décision de dérestaurer cette pièce et donc de la remettre en morceaux comme vous le voyez à droite. Donc Hortense de Comeillan, c'était pour une exposition autour de la céramique islamiste dans les collections de l'Ariana. A écrit un texte très long dans le catalogue, donc je peux pas je vais juste vous résumer la situation, mais à la fois sur la façon dont les fouilles se passaient, etc. Donc il y a eu un goût à l'époque romantique, fin du 19e siècle, qui s'est développé pour ces céramiques iraniennes qui sont décorées à ce qu'on appelle au lustre métallique, et qui ont été les premiers objets islamiques qui furent massivement collectés en Europe. Or, si vous voulez, c'est la même chose en Europe, mais les céramiques entières n'existent pratiquement jamais. On ne retrouve dans les fouilles que des tessons. Mais les collectionneurs occidentaux n'acceptaient pas l'idée de collectionner des tessons. Donc, quand voilà, parce que je vais avoir le chiffre juste quand même, si vous voulez, là vous avez 84 tessons. On s'est rendu compte, après le démontage, ils ont identifié 16 groupes différents, et donc en fait cette coupe a été composée à partir de 16 céramiques différentes pour fabriquer une coupe entière qui correspondent à la demande du marché occidental. Et en fait, la plupart des musées et des céramiques que nous voyons sont composés de cette façon. Donc c'est le regard occidental, et pour la plupart des céramiques aussi anciennes, il n'y a qu'en Chine, d'après ce que j'ai lu, qu'on trouve des céramiques complètes. Donc, je ne veux pas faire plus long, mais vous voyez cette histoire de la dérestauration par l'objet. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on est capable, parce que donc c'est le problème qu'elle pose, c'est qu'évidemment, si on commence à démanteler tous ces objets, c'est exactement comme pour le Mondrian, on va dire, ben non, on sait qu'on fait une erreur, mais on va plutôt garder nos musées avec des pièces entières que de regarder des tessons. Donc, vous voyez, donc, je trouve très intéressant aussi de se poser ces questions depuis le point de vue des objets, de cette façon extrêmement méticuleuse, parce qu'après, ce sont malgré tout de reconstituer un plat qui ait l'air cohérent d'après autant de tessons. C'est aussi très complexe. Il fallait faire des moules écrasés, etc., pour les courbes. Enfin, donc elle décrit tout ça. C'est aussi de la technique de fabriquer ces faux avec des guillemets. Donc c'est aussi un savoir-faire et ça fait aussi partie de l'histoire culturelle. Donc voilà, je trouve que cet objet ça fait partie des réflexions qui me nourrissent. Alors pour finir, parce que je pense que le temps est écoulé, je voudrais juste dire que il a annoncé la question de la fiction et que pour moi, personnellement, le musée des erreurs n'est pas du tout une fiction et c'est peut-être là, mais tout ça pourrait se discuter, que je m'éloigne un peu parfois de Philippe Thomas, mais, enfin, donc des ready-made appartiennent à tout le monde, mais je voulais juste terminer donc, par une citation de Philippe Thomas qui apparaissait dans le diaporama Pompier, que je n'ai pas projeté ici, mais plus tard dans la cour du Café Pompier de l'École des Beaux-Arts. C'était en 2006, et j'avais travaillé sur les archives du CAPC. Donc j'ai refotographié toutes
sortes de photos dans les archives ici, notamment la manière dont les directeurs se faisaient photographier, au téléphone, sans téléphone, dans leur bureau, devant le musée, quelles œuvres ils choisissaient derrière le dos. Et selon les directeurs et les directrices, et je ne vais pas citer de nom, il y a beaucoup, beaucoup plus d'images que pour d'autres. Mais voilà, donc j'avais fait tout un travail comme ça sur les archives et j'avais donc demandé à l'époque à la comédienne Bernadette Lafont de lire les citations qui apparaissaient dans le diaporama et elle dit cette citation donc de Philippe Thomas. On dit que mon travail foutait la merde dans les taxonomies, les classements, une véritable tuile pour toutes ces institutions et musées qui vont avec. Mais souvent, on n'a pas assez vu, et moi, je l'ai vécu, que ça foutait la merde aussi chez moi. Voilà, je vous remercie beaucoup. On peut prendre le temps de une ou deux questions, hein. Alors, ouais, Sandra brise la glace. Merci beaucoup Yolanda, merci Pierre. J'ai une question pour Pierre, parce que finalement tu as évoqué deux modalités d'existence du musée des erreurs, mais il y en a une que tu as, alors je ne sais pas si c'est sciemment, sûrement te connaissant, omis, c'est quand le musée des erreurs est présenté au musée. Ce qu'il y a eu, il y a eu quand même plusieurs occurrences du musée des erreurs au musée. Donc, j'aimerais bien juste que tu nous en dises deux mots. Pourquoi tu as décidé déjà de ne pas en parler là, et de ton point de vue du propriétaire du musée des erreurs, voilà, qu'est-ce que ça convoque quand il se trouve au musée? Oui, alors évidemment, donc en fait, le livre, mais c'était vraiment pour être dans le temps, et que j'avais au départ sélectionné des photos des expositions, dont l'exposition dont Sandra a été commissaire au Marac à Sérignan et qui avait aussi lieu à Bruxelles au Wills. En fait, justement, peut-être que ce qui m'intéresse le plus, c'est le passage entre ces espaces, c'est-à-dire que les expositions m'ont surtout permis de faire le livre, ce qui avait été un projet d'avoir un bureau dans l'exposition, parce que j'étais en permanence dans l'exposition quand elle a eu lieu, à tous les horaires d'ouverture. Et je me suis dit, il ne va pas y avoir tellement de monde et j'aurai pas grand-chose à faire, donc je vais travailler au livre. Et ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Il y avait des performances chaque semaine, et toutes sortes de choses chaque jour, toujours des visiteurs, des problèmes techniques, enfin, comme je pense toutes et tous ici, vous savez qu'il faut faire beaucoup de maintenance dans le musée. Et c'est comme ça qu'un musée est bien tenu, c'est quand il est maintenu. Donc voilà, donc c'est vrai que je n'ai pas pu faire ce livre. Et donc c'est vrai que ce que j'ai essayé de dire, et pas en passant par l'exposition, bien sûr, volontairement, parce que je savais que ça allait être évoqué, la question des espaces muséaux, etc. Mais c'est plutôt ces passages et ces transformations. C'est-à-dire que le musée des erreurs au Wills ou au Marac à Sérignan, ça a été les choses les plus incroyables que j'ai pu faire, et surtout d'arriver à avoir, je crois, le sentiment d'être dans un musée alors qu'on était dans une exposition. Et d'abord, ensuite, on ne m'a pas proposé que le musée continue à voyager, même si au Sérignan, ça s'appelait Barnum. Donc l'idée, c'était vraiment que ça devienne un cirque, là, comme chez Sister Corita, c'est-à-dire que vraiment le modèle du cirque itinérant, puisque Barnum a d'abord été un homme de musée pour ensuite devenir un homme de cirque. Donc c'était ça, et donc voilà. Ce que j'ai essayé de parler du passage du livre vers l'espace réel, et de montrer, parce que c'est assez peu montré, et tout ça est nouveau, là, cette Wunderkammer et le Visible Storage, ça n'a jamais été aussi bien rangé, donc je voulais faire état quand même des réserves, mais bien sûr, c'est vraiment les déplacements et les passages d'un espace à l'autre qui pour moi, sont productifs, et ça participe de la manipulation dont j'ai essayé de parler. I'm going to speak in English because for Yolanda, in a way I'm addressing you,
because I think this conference has begun with a very, very interesting implicit tension. So this is more of a comment. And it's a tension between, on the one hand, what Christian Bernard called in a very touching way the fossilization of practice, that one carries the traces. And then, as a museum director, somebody who could conceptualize and bring to bear an entire institution. And then you, Pierre, then you, Yolande, but I'll maybe come to you at the end. And then Pierre, who also comes from a similar generation like my own, where these questions of curatorial practice bled into artistic practice. And then you, Yolande, you come from another generation, and I'm being quite open about this because I think this is actually one of the key points that we have to look at. You come from a much more politicized generation in a particular form of politicization. And I was fascinated by the fact that when you showed your slides, which you did quickly, which was fine, there was a reason for the performance of the visual in relation to your text. But what I was curious about was the fact that in quite complex installations, we had no idea of who the artists were. You didn't name the artists, yet you say that the artists are protagonists of change. That was one of your sentences. And so what I want to ask you is how you subjectivize your own curatorial position. Because I think underlying this conversation today is something to do with curatorial education. And when you speak about the difference between autonomous works and place-made works, and you speak about connectedness over autonomy, I'm dying to know what your position is, how you would pronounce your stance as a curator, and why you omitted the names of the artists in the exhibitions. And read the titles, which is where you come in, right? So I think this is really crucial because the standardization of curatorial practice right now in museums doesn't come from nowhere. It doesn't come from politics. It doesn't come from economy. It comes from the way curators have been educated since the early 90s, okay? So maybe you could just give us a bit of a sense of your own subjectivity. Thanks for the in question. relation to the artists that you worked with. Thanks for the question, the provocation, which in a way I kind of anticipated. So, I mean, there's quite many things in your question, so let's see how far we go. I think in terms of presenting exhibitions, I was also struggling with what it means to represent something that happens actually in space, right? Being very kind of also aware, or maybe I battle with panel or presentation or representation of an exhibition. So what I thought to try and test is affect. So if we cannot walk through the exhibition together and experience it together, can I try and bring that affect in through kind of maybe poem? That's one way of answering. Second way of answering is I also maybe take for granted the context that I'm entering. In that I'm working with collection display, so I took for granted a little bit that there's some works that people recognize in the installation. And I think, you know, pointing to maybe my age, it's because when you enter and you work with a collection, actually it's taken for granted that that the default you must operate within. So practically what I'm saying is that even simple and I think kind of rudimentary proposals in the museum, like unchronological timeline, so rattles the entire, not only institution, but also expectation of viewers. So I think it's also important to name
who comes to the museum, right? So in the case of Van Abbe, I'd be curious to know here, and I think it's similar, actually, throughout. It's mainly retired peoples, seniors, mostly women, mostly white, who are also very, very used to their story. And I say their story because it's been told to me this way. Their story of art has been told a particular way. And so I started with a preempt that this is not a collection display. And when I was touring this exhibition, I learned that I have to say that the collection display that maybe tells a story of art in a chronological way happens on the other side of the building. I'm trying to do something else here. Which is not, I think, to kind of disavow our enchantment with canon. I am also hyper aware of that's the expectation of my body. But I'm just as wowed by the Klein as the next person. But what I am trying to advocate, or what's trying to toy with in the exhibition, was how can we bring them into conversation with one another to address questions like place-based practice, or that what happens when we quite literally place the works on the ground, take cue from Mendieta or Richard Long, and bring works into conversation to rethink, actually, in a kind of maybe contemporary way, what Mendieta's project, which, I mean, her work for me is still kind of like land art bro-ish, if I can say it like this. But what I appreciate about it, and learn to appreciate about it, is that it's encouraging us to have an intimate relation with the earth. So it's a kind of recasting that's trying to propagate or put forward conversational ways, but not necessarily like disrupting our awe with canon, but trying to find new ways of understanding it, or ones that appeal to me. And maybe last one is, I think there's also expectation of collection displays to look and sound and be followed a certain way. And if you veer away from that, at least in the context that I operate, it's dubbed abstract, too complicated. And then, but I thought, like, the story of change, or how can change figure in a heritage institution, contemporary one, but also kind of easy, actually. We're all feeling it in our workplaces. Everyone, it was in the zeitgeist. So instead of maybe trying to make a story out of it in a theoretical sense, I leaned to literature. So Octavia Butler's Parable series, and the poems, if you will, and come from the tenets in that book, with the mind that we all are maybe reading more. I certainly was reading more literature than I usually would in the pandemic, and that's an entry point. Does that begin to answer? But you began with this question of 5,000 euros for painting the wall, and you speak about disobedience. So you began with the telling us, and you know, that it's 5,000 euros each time you have to repaint a wall for a new exhibition. At KW, in the budget that I have for a one-floor exhibition is 12,000 euros that goes to the guide or the guard, however you want to see them. Yeah. So this is the infrastructure, the financial infrastructure, which is appalling that these institutions face, where the main infrastructural budget is gnawed out of projects or exhibitions. But what actually constitutes disobedience in the context of what you call a heritage institution? How have you experienced your own disobedience, your own need to produce exhibitions which maybe have that push of the curatorial's vulnerability and subjectivity that I'm sensing with Pierre, and I sense with Christian Bernard, and I'm sure it's there too. But it's not something that has been promoted in curatorial education over the last 30 years. Subjectivity is out. It has been about producing good exhibitions, producing biennials, producing normative forms of public-facing exhibitions, works,
Sure. events. Everything Yeah. is divided today. You have an exhibition, an event, a book launch. You have a biennial. You can't mash them up. So I'd like to know from you personally, at what point in your practice at Van Abbe do you incur the wrath of disobedience? All the time. But how? How All the does time, it and affect the curatorial it's practice? so interesting to me because, so to return to the example of placing works on the ground, which I don't think, for me, it came from listening actually to what the artworks are asking to do, which you also asked from. There was a lot of pushback initially from conservation team, disobedience there. So there's a kind of process. I mean, these shows also take a couple of years to make, in which you have to convince people that I'm not running willy-nilly or running amok, but I am in fact trying to listen to the works. And then the other thing that I would say is that collection shows are also subjective. I'm sorry, it is a point of view of my colleagues. In this case, it was Charles and Steven and Diana who make it. So this idea that they are presenting an objective notion or objective presentation of art history is also nonsense. There are subjectivities at stake, as is mine. It's all points of views. So that's why I also start with metric and measurement. So these are the norms. When they don't serve us, we can change them. So room 6 considered like heights of children between ages of 4 and 12. One argument is we're corporate literate beings, so we can shift our bodies as much as you're able to view works. And also to say to this 150, 160 metric, when it doesn't serve us, we can get rid of it. But I mean, these are simple things to me, but it's why I mentioned the 5,000 is that actually what you realize in particularly museum, I'm talking too long, I'll stop after this, museum, but Clementine really pushed. Museums or heritage institutions is that there's a mechanism of default that's already in place. So that's the thing that you're fighting against. So this is why I say museums are representational. It's easy to make. Easy, it's complicated, but it's easy in a way to present something and absolve yourself, but actually absolve yourself representationally as an institution, but it's not a stand-in for the structural work that has to happen. So I started with presentation, I end with G, because it's a process of acquisition. And acquisition is the marking point for where you can actually start to shift ever so tinily, think structurally. Does that answer? Yes. Thank you very much. Thank you.